heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans ce spécial débat. Le spécial débat, nous allons vraiment parler de 3 ans de bilan du chef de l'État. Vous le savez, c'est ce 20 juin que le chef de l'État a vraiment commencé à prêter serment et a commencé à travailler comme chef de l'État, comme président de la République démocratique du Congo. Et pour parler de ce bilan, pour parler de ça, nous avons reçu pour vous Similar Kanda, c'est ça? Oui, c'est ça, madame. Merci. Voilà, Similar Kanda. Avec lui, nous allons parler de tout ça et nous allons parler évidemment de la loi électorale parce que d'ici là, ça va commencer normalement. Il ne nous reste qu'une année. Nous entrons déjà d'ailleurs, je crois, dans l'année électorale. Donc, beaucoup de Congolais veulent que la loi électorale soit modifiée, apporter quelques modifications et beaucoup de Congolais donnent leur avis par rapport à cela. Parce que les élections, c'est pour nous, le pouvoir est à nous et nous mandatons des gens pour travailler pour la République démocratique du Congo. Bonne année, Similar Kanda. Bonne année, maman Paulette. Je suis très ravi d'être en face de vous parce que vous êtes une grande dame qui sert énormément son pays et une dame qui veut que le Congo aille de l'avant. Vraiment, quand je vois ça en vous, ça m'a toujours plu. Je vous ai toujours suivi. Et j'ai toujours aimé l'engagement citoyen qui vous anime. Et je pense que le Congo a besoin de personnes comme vous qui veulent que les choses aillent de l'avant, pas les gens qui n'ont que de visées profitaïstes, qui ne veulent que s'en profiter, qui ne veulent que dans chaque acte. C'est la première des choses d'ailleurs qui tue notre pays, qui a toujours tué notre pays. C'est parce que on a perdu notre côté humain. On est plus devenu... on a un capitalisme sauvage. Donc les gens pensent plus au gain. Or, dans un pays normal, on doit moins penser au gain. On doit plus penser à l'intérêt communautaire. C'est là où nous nous sommes plus éloignés et c'est là en fait c'est ça en fait le plus grand mal qui fait qu'on tourne un peu en dérision. En rond, on tourne en rond. Quelque chose quand même qui m'a intrigué, c'est votre chemise, votre casquette. C'est une uniforme, ça représente quelque chose? C'est pratiquement un message. Hein? Okay. Vous savez, on a beaucoup affectionné les côtés révolutionnaires de grands hommes. Hein. Vous voyez, par exemple, il y a Che Guevara. Vous voyez, par exemple, il y a aussi des grands révolutionnaires comme Thomas Sankara, parce que ce sont des gens qui ont brillé par des idées fortes. Ce sont des gens qui ont marqué leur époque et qui ont jeté une sémence qui vraiment est allée un peu plus loin, qui a retrouvé aussi l'école de Musée Laurent Désiré Kabila. Vous verrez aussi Musée Laurent Désiré Kabila a lui aussi eu des idées révolutionnaires. Il a aussi marqué son époque. Vous verrez aussi par après, ça a marqué aussi l'époque où Joseph Kabila a commencé. Et malgré tout, vous comprendrez que la faiblesse de la gestion du Congo a toujours été d'avoir toujours une démocratie qui veut prendre tout le monde à son sein. C'est ça la faiblesse de notre gestion. Et en fait, lorsque même on a des bonnes idées, on se regroupe avec tout le monde et qu'on ne sait pas comment encadrer tous ces gens, ça paralyse beaucoup. C'est pourquoi beaucoup de nos chefs d'État qui ont passé n'ont pas su atteindre leurs objectifs parce que beaucoup communiquent et leur communication vraiment n'arrive pas à être bien compris par leur... Vous avez cité un homme que j'affectionne particulièrement, que j'admire énormément, Thomas Sankara. Mais aujourd'hui, son pays, j'ai l'impression que ce n'est plus le pays des hommes intègres aujourd'hui, parce que c'est un énième coup d'État aujourd'hui encore au Burkina Faso. Et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? Qu'est-ce que passe? Est-ce que les Français sont derrière tout ça? Nous sommes encore président, la RDC est encore présidente de l'Union africaine. Est-ce que... je ne comprends pas très bien, on se réveille le matin, un énième coup d'État. Qu'est-ce qu'on reproche pratiquement à Kaboré aujourd'hui? Bon, normalement, il faut comprendre qu'à chaque fois, dans tous les pays où il y a des coups d'État, il y a toujours des mains noires. Et il faut comprendre que le Burkina Faso avait donné les tons que l'Occident n'apprécie pas. Le peuple burkinabé s'était exprimé en renversant Blaise Compaoré, en permettant d'aller aux élections, en permettant qu'il y ait un fonctionnement véritablement démocratique du Burkina Faso. Et je pense que ça a suscité aussi beaucoup des ennemis. Les impérialistes ou les entités qui aiment dominer l'Afrique n'affectionnent pas, n'apprécient pas n'aiment pas l'exemple de ce type d'exemple. Vous allez voir que dans tous les pays africains où le peuple s'était réveillé, dans la plupart de ces pays, toutes ces révolutions
malgré tout qu'on nous a permis d'aller de l'avant, mais ça a tout simplement, on a tout simplement dérouté, contourné et l'élan, et on a même, par après, on a tout étouffé. Vous verrez par exemple les cas de l'Égypte, vous verrez les cas de la Libye, vous verrez les cas du Burkina Faso maintenant. Donc, les maîtres du monde ne veulent pas que nous ayons des exemples en Afrique. Ils ne veulent pas que nous... Ils veulent que nous ayons des exemples dans les sens négatifs. Vous voyez, ils se sont révoltés. Vous voyez que ça n'a amené à rien. Donc, nous qui sommes calmes, c'est mieux d'ailleurs. Même si nous souffrons, c'est mieux. Même si nous sommes comme ça, c'est mieux. Donc, ils veulent ça, le maître du monde. Ils veulent pas de l'exemple. Ils ne veulent pas d'un peuple réveillé en Afrique. Parce qu'ils craignent un peuple réveillé. Alors, lorsque là où il y a des initiatives comme ça, ils laissent et ils font tout pour étouffer. La colonisation aujourd'hui est similaire, Kanda. La colonisation aujourd'hui est très sournoise, j'ai l'impression. Moi, personnellement, je préfère la colonisation pratique, on a vécu, mais aujourd'hui, elle est plus sournoise, plus... Vraiment, on contourne ça et ça fait encore plus mal. Au lieu d'arranger le peu, aujourd'hui, on nous détruit même face à notre indépendance, j'ai l'impression. Bon, le problème est que l'indépendance des Africains, l'indépendance de nous, les Africains, nous ne savons même pas s'en servir de notre indépendance. Parce qu'il faudra dire vrai que la plupart des pays à travers le monde n'ont pas toujours été libres. Il y a toujours le côté financier occidental qui essaie quand même de drainer et de contrôler les choses selon eux. Bon, mais ce côté financier, parce que vous savez, nous avons des fois nous réfléchissons des fois de la manière à pouvoir dire que nous devons souvent être soutenus financièrement de l'Occident. Alors cet apport extérieur-là vient souvent avec des conditions. Et en venant avec des conditions, c'est en fait une forme de colonisation. Donc, une forme de colonisation et une forme d'imposition. Donc, vous verrez que, par exemple, maintenant, la banque, il paraît, je lis ça sur Internet, on nous dit que la Banque mondiale a félicité la RDC pour la croissance. Mais or, vous verrez que les citoyens n'ont rien ressenti. Tout simplement parce que nous évoluons avec la Banque mondiale en bon terme, mais la Banque mondiale n'a jamais été citoyenne. Elle a plus été capitaliste. Elle a plus été pour les intérêts des entreprises. Vous verrez peut-être que les entreprises ont fait des bénéfices en RDC et la Banque mondiale vous parle d'une croissance. Or, la croissance dont la Banque mondiale devait parler, elle devait parler de la croissance citoyenne. Que les citoyens ressentent cela dans leur vécu quotidien. Or, vous allez voir aujourd'hui qu'il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises par le gouvernement actuel ou par le gouvernement, sous le gouvernement Ilunkamba, par exemple le ministre Mboussa Nyamwisi, Jean-Lucien Mboussa, qui avait signé des arrêtés. Il est ministre de l'économie. Et ces arrêtés ont influencé, parce que je me rappelle, j'avais besoin de payer un congélateur. Lorsque je suis allé, j'ai vu le prix avait pratiquement presque doublé. Vous voyez, il y a beaucoup, parce qu'on oublie que le Congo vit de l'importation. Lorsqu'on réajuste certaines taxes, parce que l'État a besoin de l'argent. Et l'État congolais, c'est l'État le plus mal organisé, il faudra le dire, de par sa nature. Il est très mal organisé. C'est un État qui a une vision plus commercialiste, un État qui poursuit les bénéfices. L'État doit avoir un côté philanthropique. L'État ne peut pas être à la conquête permanente du bénéfice. L'État ne peut pas commencer à avoir des... C'est pourquoi vous verrez maintenant, on a de l'argent que les RAM a produit, mais on ne sait pas quoi en faire. Parce que l'État congolais, de par son organisation, réfléchit toujours, non, il faut produire l'argent. Or, tout ça, il produit, mais au détriment des citoyens. Et quoi faire avec cet argent? Et pratiquement au détriment des citoyens. Donc, l'État génère de l'argent qui, en fait, augmente le coût de la vie, ce qui, en fait, paralyse le pouvoir d'achat des citoyens. Alors, c'est là où il faut revoir. On veut un État plus social, plus humain. Parce que vous verrez que depuis Mobutu jusqu'à nos jours, vous verrez que l'indice des prix a été perturbé valablement, mais tout simplement par la volonté de nos ministres, par la volonté de nos dirigeants. Parce que l'État congolais veut tout simplement avoir de l'argent. C'est pourquoi vous verrez un carton de Thomson. Moi, mon père nous donnait 30 $ à l'époque d'Isaïr. On allait, on achetait un carton de Thomson. Les rames, plutôt les cartons de Thomson. Les rames, c'était à 10 $. On achetait. Mais aujourd'hui, les rames reviennent à 30 $. Mais si vous regardez, on va vous dire non, là où on achète, ça n'a pas augmenté. Mais vous verrez que ce qui a changé seulement les taxes. Or, on sait que nous avons l'État le plus mauvais au monde en termes de gestion de ses moyens. L'État congolais, vous verrez que l'État congolais gaspille beaucoup d'argent. Mais on lui dit qu'il faut mobiliser. C'est là où je n'ai jamais compris cette histoire. On mobilise des recettes, mais on gaspille des recettes. On veut toujours continuer dans cette voie de mobilisation et de gaspillage. Et cette voie-là se retrouve institutionnalisée.
dans la surfacturation que tout le monde accepte et tout le monde tolère. Vous verrez que si on vous envoie vous acheter cette chaise ici, vous-même, pour votre argent, vous allez vous acheter peut-être à 100 $ ou peut-être à 150, 200. Mais vous allez voir, si c'est l'État, la chaise coûtera 10 000 $. C'est ce qui fait que l'État congolais n'a pas besoin d'abord d'aller, c'est ça là où l'erreur du président Félix Tshisekedi, d'aller dans l'augmentation comment on appelle ça, dans l'augmentation du budget national. Il fallait commencer à regarder le fonctionnement de l'État dans ses dépenses. Commencer les réformes dans les dépenses. Réformes dans les dépenses parce que la manière dont l'État, par exemple, il est anormal qu'on puisse avoir une route à 1 km, 1 km à 1 million de $, mais cette route n'arrive pas à faire une année. Vous comprenez, c'est pas normal. Vous voyez. Donc c'est pour dire que tout simplement qu'il y a un circuit institutionnalisé où les gens se partagent entre eux de l'argent. On vole l'État. On ne vole pas l'État. Parce que l'État, lui, il est dans ces systèmes-là. Donc on vole les citoyens qui sont maîtres de l'État. Okay. Alors ce n'est pas correct qu'on puisse continuer sur cette voie. Je pense qu'il faudrait des réformes sérieuses. Le président Félix, l'une des erreurs de son mandat, c'est de s'être attaqué, c'est d'être entré dans la voie de la construction du pays. Or, c'était une erreur. Moi, j'ai dit à M. Jean-Marie Mboma, il y a Jean-Marie Mboma là-bas et Jean-Marie Mboma à l'IDPS. Il est au cadre de l'IDPS. Je lui ai dit, je l'ai rencontré dans son bureau. Je lui ai dit, avant même qu'on commence, même avec tout ce qu'il y a comme 100 jours, je lui ai dit, si le président Félix veut y réussir, vous n'avez qu'à commencer par la réforme de l'administration. Vous voyez? Et il faut réformer l'administration. Mais ils ont préféré se lancer dans la voie des dépenses. Or, ils ont commencé à dépenser et ils sont dans l'élan des dépenses, ils auront du mal à s'en sortir. Par exemple, même maintenant, si vous voyez même dans les projets des 180, on doit financer les territoires. Là. 145 territoires, on fait sortir l'argent. Mais moi, je pense que il y a une faute d'élaboration. On devait plutôt commencer par définir chaque entité, parce que définir ses besoins, parce que les différents ne sont pas idem. Ouais. Il y a par exemple dans d'autres provinces, vous pouvez arriver là-bas, il n'y a ni eau ni route. Mais dans d'autres territoires, il y a des routes, il y a de l'eau, ils ont des entreprises minières qui pallient un peu à tout ça. Alors comment vous allez faire un financement idem pour tout le monde? Vous voyez? Donc c'est en fait une des erreurs de ces projets encore. Le président Félix d'abord ne devait pas aller sur la voie de dire qu'il doit commencer, après tout ce qu'on a connu comme des projets Tchilé-Gelou, il devait encore commencer par d'autres projets. Il devait normalement s'arrêter et commencer d'abord à revoir un peu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a pas marché pour pouvoir lancer d'autres projets? Mais il est encore dans l'élan des dépenses encore. Or, dans l'élan des dépenses, c'est un élan qui nous fait souffrir, nous. Parce que cet argent qui se dépense, cet argent qui est détourné, cet argent qui est consommé, provient des revenus dont nous, de nos poches, parce que c'est nous qui payons les taxes. Lorsqu'on crée la TVA, c'est nous en achetant qui payons la TVA. C'est nous, donc tout revient. Alors, donc le peuple en pâtit plus. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous n'en avons pas encore au Congo une bonne administration. Nous n'avons pas d'administration, madame. Nous avons, quand j'ai dit à monsieur de l'IDPS, je lui ai dit, vous devez dépolitiser l'administration. Dépolitiser l'administration ne veut pas dire chasser le PPRD dans l'administration. Le PPRD n'est pas dans l'administration. Dépolitiser l'administration veut dire imposer à l'administration publique le respect des normes administratives. C'est ce qui manque chez nous. Notre administration publique dans notre pays fonctionne comme une administration, comme un cabinet politique. On arrive même chez nous à recruter un directeur. Vous voyez, grade de NU, il est directeur. Chef de service, nouvelle unité. Quelqu'un qui vient de commencer, grade de recrutement, chef de service. Et on ne respecte pas la carrière. On n'encourage pas la carrière. Et les grades les plus élevés, ce sont les copines des conseillers des ministres. Les grades les plus élevés, ce sont les copines. Monsieur Similard, vous mettez vraiment l'accent sur la réforme de l'administration. Est-ce que l'administration est la base d'un État? Le bon fonctionnement d'une administration entraîne automatiquement le bon fonctionnement d'un État? Bon, madame, parce que, vous savez, généralement, quand on parle d'un État, on voit directement l'administration. Vous voyez? Et tous ces recrutements fantaisistes, hein, parce qu'il y a eu un problème, on a parlé des recrutements fantaisistes, on a parlé de tout. Donc la réforme majeure de l'administration devait aller dans le sens, c'est ce que nous proposons en tant que structure citoyenne, la Force citoyenne populaire FOCIP, et que nous puissions
pénaliser certains actes administratifs, certaines fautes administratives. Vous comprenez? Chez nous au Congo, la plupart des fautes administratives restent impunies. C'est ce qui entraîne éternellement un désordre au sein de l'administration. Il faut que certaines fautes administratives ne puissent plus être traitées comme des fautes administratives. Donc au sein des services, tout ça, mais que ça puisse être pénalisé. Donc cela veut dire, les chefs, par exemple, pour lutter, par exemple, contre les recrutements en désordre, contre les dédoublements, tout ça. Les dédoublements, d'ailleurs, c'est déjà une infraction, c'est parce que tout simplement, on n'en voit pas, mais les recrutements anarchiques puissent être pénalisés. De telle manière que les personnes qui seront... Et puis, ça puisse être imprescrit. Cela veut dire que même après 10 ans, on peut vous poursuivre. Là, vous allez voir, ça va changer les comportements de ceux qui reçoivent les mandats de l'État. Et puis, deuxièmement, l'État congolais n'a pas organisé aussi un système de recrutement. C'est ce que les gens ne savent pas. Les systèmes de recrutement qui existent ne peuvent pas fonctionner correctement parce que c'est l'administration publique qui recrute normalement, les fonctions publiques qui envoient, qui affectent. Mais or, si les fonctions publiques veulent affecter, c'est souvent difficile. Il y a maintenant l'auto-recrutement et les gens envoient maintenant au niveau de l'administration publique pour régularisation. C'est ce qui crée qu'à chaque fois, on a des effectifs. L'effectif est dynamique au lieu d'être fixe. Vous voyez? Donc l'effectif normalement ne devait pas être dynamique. Ne devait pas être chaque mois on a des gens qui s'ajoutent. Chaque mois il y a des gens qui viennent. Et à tel point qu'on a toujours eu du mal à pouvoir améliorer les sociales des agents de l'État. Parce que tout simplement, quand on veut ajuster, il y a encore ceux qui sont arrivés. Même il y a des petites primes que les gens reçoivent. Au lieu d'avoir même 1 000 francs, comme certaines primes de rétrocession, les gens sont obligés de pouvoir se partager des miettes au fur et à mesure. Donc, les sociales des agents, ça ne s'améliore pas. Bilan du chef de l'État, c'est vrai, la télé, c'est le temps, donc on vit derrière le temps aussi. Oui. Dans plusieurs secteurs, vous avez parlé de l'administration, fonctionnement de l'État. Mais sur le point de vue des élections, par exemple, c'est vrai qu'on attendait beaucoup de ce régime, on voulait certaines réformes, certaines améliorations de la loi électorale. Et on a l'impression que cela tarde aussi. Qu'est-ce que vous proposez pratiquement? Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer les prochaines élections en 2023? Bon, madame, les problèmes, surtout, pour améliorer les élections, c'est souvent très difficile d'arriver à améliorer les élections par la loi. On améliore la qualité d'élection par la moralité des animateurs citoyens, qui nous, les citoyens tels que nous sommes ici, et par la participation citoyenne au contrôle du processus électoral. Donc que les citoyens puissent être maîtres du processus par le contrôle même, qu'ils aient la possibilité de dire, dans notre circonscription, il y a un député qui a été élu, mais si nous voulons contrôler le suffrage, s'il a été valablement élu ou pas, que le contrôle citoyen puisse être libre d'accès à tout citoyen. Qu'on puisse un peu essayer de faire ça. Deuxièmement, la première des choses qui a toujours bloqué notre système démocratique, nous sommes pratiquement dans une royocratie. Une royocratie. Nous ne sommes pas dans une démocratie. Démocratie veut dire le pouvoir par le peuple pour le peuple. Mais là, nous sommes dans une royocratie qui en fait se base sur une élite qui a le pouvoir et qui veut le conserver. Vous imaginez quelqu'un qui a été élu député, qui ne siège pas, et directement son suppléant monte. C'est une anomalie. J'ai écrit au chef de l'État pour que cette histoire puisse changer. Une anomalie. Parce que normalement, dans la circonscription électorale, vous avez été élu, mais il y a votre suppléant qui est en grand. Mais il y a celui qui est... Mais c'est un tandem, non? C'est un tandem, ça peut être toi, ça peut être lui, non? Non, c'est pas ça? Je m'excuse, madame, je ne sais pas là où j'étais clairement. Vous avez été élu. Madame Paulette a été élue députée nationale. Et là, sa suppléante qui est sa fille, par exemple. Mais il y a celui qui est sorti deuxième sur la liste, sur la circonscription. Okay. Comment vous refusez de siéger? Cela veut dire que vous démissionnez. Vous comprenez? Lorsque vous refusez de siéger, par exemple Nazem Nazembe, qui n'a jamais siégé, il a été élu en 2016, en 2018 et plutôt en 2016, en 2006, 2011 et 2018. Tous ces mandats que Nazem Nazembe a reçus, il n'a jamais siégé. Vous voyez? Alors, Nazem a reçu tous ces mandats, mais maintenant, ce sont ces suppléants qui montent à chaque fois. Vous voyez? Alors, quelqu'un comme ça, normalement, on ne peut pas continuer. Et ça se passe comme ça avec la plupart de nos députés. Ils postulent partout et ils laissent les suppléants monter. Or,
il y a quelqu'un, le suppléant là, n'est pas connu du grand public, des citoyens, les électeurs. Ils ne les connaissent pas parce qu'ils ne lui ont pas accordé la voix. Ils n'ont pas voulu faire de ton fils ou de ta fille député national. Donc c'est ça la royaucratie. Vous avez donné le pouvoir du peuple à votre famille. Maintenant, deuxièmement, celui qui a été élu, celui qui est issu deuxième sur la liste, vous avez été élu avec plusieurs voix, mais il y a quelqu'un qui avait quelque chose là-bas. Si vous refusez de siéger, vous avez démissionné. Qu'on donne ça automatiquement à l'autre qui n'avait pas siégé. C'est ce que nous voulons. Là, maintenant, ça va permettre... Parce que normalement, quand on dit suppléant, c'est un remplaçant. Vous ne pouvez pas être remplaçant de quelqu'un qui n'a jamais exercé les mandats. Ça, c'est anormal. Donc, quelqu'un qui ne siège pas, vous devenez sa fille, son fils. Donc, il faut essayer d'ouvrir notre débat démocratique. Il faut essayer d'ouvrir notre politique. C'est pourquoi vous verrez qu'il n'y a que des enfants, et des cousins, et des copines qui sont en politique et qui encouragent cette médiocrité parce que la médiocrité au Congo les est profitable. Et qui vous disent que non, nous sommes là, ils sont dans une opulence outrageante pour le peuple congolais. Et le peuple congolais n'a pratiquement rien parce que c'est une royaucratie où ceux qui ont pu accéder à cette royaucratie continuent à être bénéficiaires, continuent à profiter et ils veulent continuer éternellement. Et la loi électorale, il faut rééquilibrer. Même si les gens vont triquer, même si les gens vont faire des histoires pour être élus députés, mais au moins, si au moins les modalités de conservation ou du partage des pouvoirs entre les citoyens sont équilibrés, vous verrez que cette histoire-là va cesser, des suppléants, tous ces 10 ans de parlement où on a des députés médiocres, où on arrive même aujourd'hui à pleurer, Jean-Marc Kaboul, pourquoi il a fait ça? Vous voyez, ce n'est pas normal. Tous ces désordres-là que nous vivons, nous avons besoin au Congo que ça puisse cesser. Nous voulons avoir des gens de valeur au sein de l'hémicycle. Nous ne voulons plus une loi électorale qui favorise les enfants qui n'ont rien. Quelqu'un qui n'a... Vous voyez, le premier mal de notre pays, ce sont des jeunes qui n'ont pas de vision du Congo, qui n'ont aucune idée sur la marche du pays, qui n'ont aucune pensée politique, qui ne croient en rien. Un enfant qui a toujours été en Europe, le jour où il rentre, papa dit « bon, tu seras au Parlement ». Il envoie son fils et son fils va là-bas, il se tape de l'argent. Donc, tu vois, c'est pas normal. Il arrive là-bas, le papa a vécu dans des mafias depuis toujours et l'enfant continue dans la mafia. Et la femme et tout ça... Il faut casser cette histoire-là. Félix Tshisekedi, pour son mandat, moi j'ai toujours dit, l'erreur de Félix Tshisekedi, c'est de croire que le Félix Tshisekedi devait être un bâtisseur comme pour dire quelqu'un qui devait construire obligatoirement des édifices. Hein? Félix Tshisekedi devait être un bâtisseur de l'homme. Si même Félix Tshisekedi, son mandat pouvait être réussi sans saut de mouton, sans gratuité de l'enseignement, sans que le billet de compagnies d'aviation puisse baisser, si seulement il y avait impression des valeurs. Son mandat allait être réussi. Inversion de valeur. Impression des valeurs. Impression des valeurs. Impression. Si les régimes s'engageaient dans la voie d'imprimer des valeurs de façon continuelle et de soutenir les valeurs de façon continuelle, là, le mandat allait être réussi totalement. C'est le changement de mentalité. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Son grand mandat, en fait, son grand défi, c'est de changer l'homme congolais. C'était ça le plus grand défi. C'est que Kabila a échoué, en fait. Il a dit mon grand échec, c'est d'avoir pas réussi à changer l'homme congolais. Oui, Kabila a été humble, il a reconnu ses limites. Félix Tshisekedi devait comprendre le message que Kabila lui avait légué. Kabila lui a légué pour dire que c'est là où il devait commencer. Vous voyez, je n'ai pas su changer l'homme congolais parce que le changement de l'homme congolais, c'est de là où viendra la prospérité sociale pour tous les Congolais. Alors, vous voyez, lorsqu'il y a l'impression, pour changer les citoyens, il y a seulement l'impression des valeurs. C'est seulement dans l'impression des valeurs et vous verrez que là, vous changez. Mais lorsqu'aujourd'hui, on a tout ce que les gens ont décrié, tout ce que les gens ont décrié sous Kabila, même les gens décriaient ça, parce que Kabila peut-être, il avait été un peu doux, peut-être ceci, cela. Après, Kabila a reconnu. Kabila n'a jamais dit qu'il a été parfait au pouvoir. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, il a eu des limites. Alors, mais maintenant, vous dans tout ce qu'il y avait comme petit débois, vous vous basez seulement, non, sous Kabila c'était ça. Et sous vous, donc c'est pas ça, le débat n'est pas dans sous Kabila. Le débat réel du Congo maintenant, c'est dans l'impression des valeurs. Est-ce que vous imprimez réellement les valeurs?
pour permettre à ce que ce peuple puisse avoir des modèles. Ce pays n'a pas de modèles. Nous n'avons pas de modèles. Nous pouvons dire, j'évite, vous voyez, j'évite de parler de choses comme ça, parce que si je continue à parler de choses comme ça sera un peu du dialelo. Je vais parler du Congo. Je parle du Congo pour vous dire tout simplement que le Congo a besoin. Le Congo a besoin des hommes qui impriment des valeurs, qui sont dans leur milieu des leaders. Cela veut dire, là où je suis leader, j'imprime des valeurs et les gens me suivent par rapport à ma manière de vivre, par rapport à ma... Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui touche suffisamment d'argent, il a du mal à imprimer des valeurs. Parce que tout simplement, il veut avoir au-delà de ça. C'est au-delà des... Donc, tout est vanité. Nous avons oublié que tout est vanité. Nous nous sommes apaisantis maintenant dans la conquête du matériel. C'est ce qui tue l'homme congolais. Or, on devait redéfinir l'homme congolais en lui disant que... Mais être riche, ce n'est pas un péché. Être riche, je ne sais pas, ce n'est pas l'aboutissement d'une vie, mais quand même, on travaille pour avoir une certaine aisance matérielle aussi. Merci madame. Là, vous avez raison. Mais être riche aussi, d'après l'évangile de Dieu, ou même d'après les droits congolais, c'est tout simplement posséder une richesse. Mais maintenant, avoir le superflu, être riche, cela veut dire avoir ce qu'il vous faut pour... Donc le fait que vous disposez seulement de votre richesse, de votre téléphone, vous êtes riche. Mais maintenant, c'est que les gens... Quelqu'un qui a 10 maisons, 30 maisons, 40 parcelles, ça c'est le superflu. Le superflu là, c'est ce qui fait que les gens arrivent à chercher toujours à être au pouvoir pour s'enrichir, pour avoir le superflu. Or, ce n'est pas l'essentiel. Or, aujourd'hui, Thomas Sankara, quittant le pouvoir, il n'avait qu'un vélo et tout ça. Vous voyez. Mais maintenant, comment Jean-Marc Kabound, à moins de 3 ans, il peut se taper tout ce qui s'est tapé. Comment tout le monde ça Non, c'est ça. C'est de l'acharnement. C'est pas de l'acharnement. S'il vous plaît. Jean-Marc Kabound est vice-président de l'Assemblée nationale. Oui. Il a un salaire quand même assez costaud. Ce qui est normal aussi. Bon, voilà. Ce qui est normal aussi. Il peut donc avoir certaines facilités. Oui. Il peut avoir des prêts. Il peut voilà. Il peut, mais une banque peut lui octroyer un prêt de 100 000 ou 200 000 $. Comment vous ne pouvez pas imaginer qu'il peut avoir de l'argent proprement? Pourquoi tout le monde s'étonne de la maison de Jean-Marc Kabound dans 3 ans? Moi, je ne m'étonne pas parce que, madame, écoutez, je vous ai parlé de l'impression de valeur. Cela veut dire quoi? Lorsque vous accédez, lorsque vous litez pendant 37 ans, vous n'avez pas lité pour qu'en 3 ans, vous deveniez riche. Oh. Non, attendez, madame, je m'excuse, madame. Je m'excuse, madame, je m'excuse. Lorsque vous litez pendant 37 ans, l'aboutissement de votre élite n'est pas que vous déposez devenir multimillionnaire. C'est pas ça. L'aboutissement de l'IDPS, c'est dans le nom IDPS, Progrès Social du Citoyen. C'était ça. Vous voyez, la dernière des choses que Jean-Marc Kabound devait faire, c'est d'être riche. Il est citoyen lui-même aussi? Non, madame. Il est citoyen? Mais maintenant, si nous évaluons, il est citoyen. Est-ce que cette richesse... Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'enrichissement illicite. Dans d'autres pays, il est poursuivable. Pour juste tout simplement avoir tout simplement... Moi, je ne parle pas de sa maison. Faire tout ce qu'il fait comme dépense, être comme il vit, tout ça, et comme certains membres de l'IDPS l'acquisent d'être dans les histoires des minéraux, tout ça, ce n'est pas pour ça que l'IDPS a lité. Ça, c'est sincèrement. Moi, tel que je suis ici, madame, je vous dis, si j'étais à sa place, j'allais imprimer des valeurs. Parce que ce qu'il touche au Parlement ne lui permet pas de faire des dons de 300 000 $, une école à 300 000 $ à Kisenso, ou de construire des stades, tout ça. Ce n'est pas avec ça qu'on peut faire ça. Ça, je vous dis. S'il fait ça, c'est la corruption. Parce que c'est du vol. C'est du vol, clairement. Parce qu'au Parlement, ce qu'il touche, il ne peut pas devenir si riche que ça. Parce que la plupart de ceux qui sont députés n'ont pas ce que lui, il a pu amasser. Alors, c'est l'anomalie. Nous ne voulons plus de cette histoire où les gens deviennent des multimillionnaires en étant au pouvoir. Nous ne voulons plus au Congo des gens qui prennent l'argent de l'État, qui favorisent le vol et le détournement, qui favorisent la surfacturation, parce que tout simplement, c'est au niveau du Parlement où on fait... Vous voyez, c'est une seule logique. Au niveau du Parlement où on doit faire l'audit et le contrôle, c'est là où maintenant les gens vont là-bas pour donner des choses, pour qu'on étouffe l'audit. Ils vont là-bas pour que non, on ne vienne pas m'auditer. Pour qu'au niveau du Parlement, qu'on n'envoie pas des gens pour venir enquêter ici. Bon, moi maintenant je bouffe. C'est ce qui se passe. Alors, on ne peut pas continuer sur cette voie. Et Teni est arrivé. Est-ce que Teni avait tout ce qu'il a pu, est-ce qu'il avait tout ce qu'avant à l'état ministre? Pourquoi on parle de la déclaration des biens avant d'accéder au pouvoir? Avant d'accéder à des fonctions. C'est pour éviter la corruption et le vol et les détournements. Et l'enrichissement illicite. Et l'enrichissement illicite. Vous voyez, tout ça c'est mal. Mais lorsque vous parvenez, on vous paye ce qui peut vous mettre de vivre valablement. Et vous avez maintenant le superflu.
Cela veut dire qu'il y a eu vol. Enrichissement illicite ailleurs, c'est une infraction. On peut vous arrêter. Parce que vous devez justifier tous les fonds que vous avez eus. Et tant qu'on va continuer comme ça au sein du Congo, le pays ne va jamais changer. La lutte contre la corruption passe par l'impression des valeurs. La lutte contre la corruption ne passe pas par des slogans que non, ils sont en train de voler. Kabila a volé, Kabila a fait ceci. Tout ça, ce n'est pas par ça. Vous-même d'abord, vous devez vous imprimer une discipline. C'est cette discipline que vous vous imposez, où les citoyens vont suivre. Soyez le changement que vous voulez. Vous voulez, d'accord avec vous. Mais maintenant, c'est ça qui devrait... C'est là où l'IDPS a raté. Il faut que chacun... Parce que tout simplement, les gens ont... chacun soit le changement. Les gens ont vu Kabila avec... Kabila est parti. Bon, les gens veulent vivre comme des rois. C'est pourquoi, vous voyez, les conseillers deviennent désorgueillés. Ils arrivent à taper. Et on attend là-bas, on a tapé, on frappe par-ci, par-là. On oublie même que le fait qu'on est homme d'État, on a une certaine responsabilité publique. Cette responsabilité publique vous appelle à être un modèle. Et être un modèle veut dire imprimer des valeurs. C'est tout. Et tant qu'on a raté ça, madame, tout ce qu'on peut faire là, madame, on aura tout raté. On ne va rien faire. Le pays ne va pas se développer avec des gens qui deviennent des multimillionnaires. Le pays va se balkaniser parce que tout simplement, ce que Kaboundou fait, ça tue l'État congolais. Qu'est-ce que vous reprochez? J'ai dit ceci. Qu'est-ce que vous reprochez à J'ai dit ceci. C'est un élément du système qui apparaît et les gens doivent s'attaquer à lui. Lorsque un élément néfaste, vous voyez par exemple, lorsque vous avez plusieurs haricots pourris, lorsque vous attrapez un, quand même, vous allez prendre ça pour chasser. Et vous pouvez vous en servir pour dire que les haricots sont pourris de cette manière, cette manière. C'est ça, c'est ce que les gens font. Les gens, ce n'est pas un acharnement. Le problème majeur actuellement, le peuple veut que le système change. Le peuple veut que les choses changent. Et c'est là, moi, je l'ai toujours dit. Mais le président a dit qu'il a déjà déboulonné le système, non? Non, madame, les déboulonnements du système passent par l'impression des valeurs. Les demandes des forces ne veut pas dire enlever celui-là, mettre là. Parce que les gens là qui ont remplacé, même le chef de l'État lui-même l'a dit, sont plus pires que les gens qui ont travaillé avec Kabila. Ça, c'est vrai. Le meilleur ministre de la Santé, depuis Kabila à nos jours, c'est Victor Makwenge. Même les partenaires l'ont reconnu comme ministre. On félicité. C'est pourquoi il avait fait 3 ans. Et durant son temps, quand Makwenge était ministre de la Santé, à la santé, vous allez voir que tout marchait bien. Les effectifs, tout. Il n'y avait pas de désordre. Il y avait une certaine... Quand vous essayez d'apporter au ministre Makwenge une information sur les détournements, sur les vols, il agissait directement. Vous voyez? Mais maintenant, Eteni a été pendant 2 ans. Quel est le bilan au ministère de la Santé? Qu'est-ce qu'il a laissé? 37 ans d'élite, 2 ans, vide total. À part enrichissement, achat de maisons, de belles maisons, tout ça. C'est ça qui est... À tel point que même les partenaires de la RDC, intervenant dans le secteur de la santé, on peut dire clairement que... On peut dénoncer qu'il n'y avait pas un bon ministre. Et Ilunga, il est parti à cause de ça aussi. L'autre, Oli Ilunga. Parce que tout simplement les partenaires ne voulaient, ils disaient non, les problèmes, surtout ne marchent pas. C'est parce que les ministres ne font pas de choses. Il est tout le temps dans des histoires comme ça. Ilunga qui était de l'IDPS, Oli Ilunga, qu'est-ce qu'il a fait? Pire qu'Eteni. Tout son cabinet, il n'y avait que des enfants. Quand il s'agissait d'acheter des histoires concernant la riposte de l'Ebola, il n'envoyait que ses enfants. Il n'y avait que ses enfants. Dans tout, il n'y avait que ses enfants. Vous voyez, quand quelqu'un a milité sans idéologie, on ne devient pas autorité pour s'enrichir. Je vous dis, si aujourd'hui Félix Tshisekedi me fait confiance, me fait de moi ministre, je ne ferai pas ce qu'on fait. Je ne ferai pas. On le dit non, toujours. Non, je l'ai dit, je pèse mes mots. Je l'ai dit, je pèse mes mots. Mais beaucoup sont passés chez moi, la même chose. Mon inspiration n'est pas les mêmes que eux. Il y a de ceux qui ont fait la politique. Moi, ceux qui ont fait la plupart ont fait la politique pour s'enrichir, pour devenir riche. Moi, je ne fais pas la politique pour devenir riche. Je vis avec très peu et je respecte mes très peu. Et je suis un homme je m'impose moi-même une certaine discipline citoyen. Donc, même là où je vis, je ne vis pas comme quelqu'un qui comme ça. Je sors de chez moi, je vais. Donc, je m'impose une certaine discipline. Je vous dis réellement que la plupart de ces hommes-là, ils sont là pour tuer la confiance du peuple congolais envers l'État, pour faciliter la balkanisation. Parce que lorsque vous encouragez la confiance du peuple congolais envers l'État, vous consolidez l'unité congolaise. Lorsque vous agissez comme un barbare au pouvoir, lorsque vous agissez comme un barbare en agressant, en agissant,
Est-ce que Jean-Marc Kaboun, quelqu'un qui est au Parlement, pouvait commencer à taper les gens ou bien à faire trouver les pinets des gens, à faire tabasser des gens en cours de route, à casser des véhicules des gens? Est-ce que lui, au Parlement, il a été élu, le pouvoir qu'il a au Parlement, pour changer le Congo, il doit commencer à faire ça? Ce sont des gens qui n'avaient ni idéologie, ni conviction pour le Congo, ni de pouvoir permettre à dire que ça, nous devons faire ça pour le Congo. C'est pourquoi vous verrez que la plupart, la substance IDPS originelle n'est plus dans l'IDPS. La substance IDPS originelle a été étouffée. C'est pourquoi ceux qui sont venus pour les besoins, quand ils passent dans des postes, ils n'arrivent pas à bien servir. Le bilan. On y reste sur le plan de l'éducation, par exemple. La mesure phare du chef de l'État, la gratuité de l'enseignement primaire. Oui. Pour vous, est-ce que ça a été une réussite? Parce qu'on nous montre les chiffres, beaucoup de millions d'élèves sont aujourd'hui à l'école. Aujourd'hui, en tout cas, ça va, il y a des écoles construites, il y a tout. Donc la gratuité est vraiment une réussite totale parce que voilà, les résultats sont là. Madame, je n'aime pas être dans une vision de dire que nous faisons l'activisme social, l'activisme citoyen, pour tout simplement dénigrer. Nous faisons pour dénoncer ce qui ne va pas. S'ils disent que ça va, si ça va, c'est bien. Mais s'ils disent que ça ne va pas, jusqu'à présent, concernant la gratuité, eh ben, j'entends à gauche et à droite, moi-même, en tant que citoyen, je n'ai pas encore mené mes investigations pour vérifier. Il y a des ceux qui disent que ça ne va pas. Il y a ces partisans, des partisans du chef de l'État qui disent que ça va. Alors, jusqu'à présent, on a des sons de cloche. Vous comprenez? Et je suis au milieu. Donc, je peux dire que je suis encore observateur, je n'ai pas encore des éléments. Mais vu qu'il n'y a pas de grève dans des écoles, vu que les enfants continuent à étudier, nous pouvons dire que ça semble aller. Mais à l'enseignement supérieur, si. Hein. Il y a des grèves. Il y a des grèves. Il y a des grèves aussi. Je suis allé aujourd'hui à l'ISAM, à l'IFASIC, partout, à IPEN et tout ça. Grève sèche. Hein. Grève sèche aussi parce que tout simplement aussi, vous savez aussi, il y a eu beaucoup de choses. Vous savez, souvent, quand il y a des mises en place, quand il y a tout ça, ça ne favorise pas un climat assez bien dans des universités. La plupart ce sont des branches. Hein. Quand même, des branches, quand vous êtes dans des universités, vous allez voir que les professeurs s'organisent dans des branches, il y a des branches, et ceux qui se retrouvent. Mais lorsque vous commencez à faire des mises en place, vous commencez à faire des histoires, tout ça, ça met un peu de l'agitation. Et lorsqu'il y a un peu de petites crises, ça favorise aussi que tout ce qui pouvait se faire. Je pense que le ministre Mouindo Zangui devait commencer à chercher à avoir une vision paternelle de tout, de faire tout dans le sens de pouvoir aller dans les bons sens. Moi, je dirais tout simplement qu'ils doivent aller dans le sens de pouvoir comprendre qu'il y a une crise profonde au sein du pays, du point de vue social, et que dans certaines choses, lorsque nous ne gérons pas ça correctement, ça peut permettre des explosions sociales. C'est ça. Pour le moment, il y a une crise générale. Même dans la fonction publique, les gens savent qu'ils gagnent. Malgré tout que j'ai appris qu'il y a une augmentation, bon, c'est bien, mais c'est que les gens gagnent par rapport à tout ce que nous avons connu comme hausse. Même l'augmentation là ne représentera pratiquement pas grand-chose. Mais il suffit qu'il y ait d'autres petites choses là, ça peut pousser même à une explosion sociale. La situation à l'Est, le bilan 3 ans après, le président de la République a décrété l'état de siège. On est, je ne sais pas, à la 14e prorogation, si je ne me trompe pas. Mais ce matin, les habitants de Béni, les jeunes de Béni veulent qu'on lève l'état de siège. Ça ne va pas, ils disent, ça ne va pas, l'état de siège ne change rien selon eux. Société civile, vous êtes dans les sociétés civiles, oui. Dans la société civile, oui, combat citoyen. Pour vous, l'état de siège a permis quand même une certaine amélioration où le fait que ça dure en longueur, eh bien, ces effets commencent à perdre un peu de leur éclat. Bon, mais madame, vous savez, avec notre système, la manière, c'est plutôt... Je pense que si l'état de siège connaît des problèmes, si les citoyens s'en plaignent, c'est que ça ne fonctionne pas. Il faut dire vrai. Hein, parce qu'à un moment, j'ai soutenu la vision du chef de l'État. C'est vrai, parce qu'en tant que citoyen, on doit soutenir le chef de l'État. Mais ce qui est vrai est qu'il y a tellement de gens qui s'en plaignent, qui vivent l'état de siège. Alors, c'est quelque chose qu'on doit recadrer. Donc, on doit revoir ce qui ne marche pas. Ou soit, les personnes que le chef de l'État a mandaté pour aller fonctionner sur le terrain n'arrivent pas à bien appliquer sa vision. Ou soit, il y a aussi d'autres types d'intervenants, par exemple le sabotage de l'action par des puissances qui ne veulent pas que l'Est puisse connaître la paix. Ça aussi, ça peut intervenir. Donc, la question de l'Est devait
On ne devait pas, comme j'entends dans les réseaux, dans les réseaux sociaux, ceux qui ont été déployés se concentrent plus à leur enrichissement. On ne devait pas entendre tout ça. C'est ce qui est mal aussi. On apprend beaucoup de choses que la plupart de ceux qui ont été déployés dans les cas d'état de siège s'occupent plus à l'enrichissement personnel. Alors ça, c'est une mauvaise chose. Et dans l'autre côté, lorsque vous avez des intervenants citoyens qui agissent comme ça, et que les intervenants au point de vue national agissent aussi dans l'enrichissement, ça fait que vous imaginez ce que ça peut faire naître demain. Les gens encaissent. C'est mauvais. Les gens qui gagnent peu, et d'autres qui arrivent à gaspiller beaucoup, et d'autres qui arrivent à déstabiliser, à avoir beaucoup d'argent. Tout ça, et c'est mauvais tout ça. Ce sont des mauvais messages. Ça peut nous coûter cher, nous, demain, en tant qu'État. Vous voyez, on a besoin de la paix sociale pour que le Congo aille de l'avant, pour que le Congo se développe. Maintenant, il faut recadrer un peu tout ça au plus vite. Ceux qui volent, ceux qui déstabilisent, ils doivent être sanctionnés. C'est tout. Sanctionner veut dire aussi que certains dossiers puissent être envoyés même au niveau des justices, pas seulement qu'on les enlève là, qu'ils soient jugés et arrêtés. Donc tout ça, parce que c'est pas normal qu'on puisse avoir beaucoup d'écarts. L'année électorale, on y est déjà presque, 2022. Beaucoup disent que c'est une année cruciale, une année de forte tension, parce qu'aujourd'hui, les choses se redessinent, les alliances se redéfinissent aussi. Oui. Vous qui êtes visionnaire, comment vous voyez cette année 2022 ? Bon, 2022, jusqu'à présent, moi j'ai du mal à dire que c'est une année électorale. 2022, 2023, j'ai du mal à dire que c'est une année électorale. J'ai du mal. Parce que vous n'êtes pas sûr qu'il y aura des élections en 2023? J'ai du mal, parce que nous sommes déjà en janvier. Et jusqu'à présent, les renouvellements du fichier électoral ne sont pas encore accomplis. Vous imaginez, il faut être concret. Il faut être concret. On n'a pas encore, vous savez vous-même, la logistique qu'il faut pour renouveler les fichiers. Il faut déployer, il faut l'achat des kits, il faut déployer tout ça. Jusqu'à présent, il n'y a encore rien. C'est là où je m'inquiète un peu. Si 2023, réellement, c'est une année électorale. Parce qu'on a plus de slogans et tout le monde se focalise dans des slogans. Mais sur le plan concret, on devait d'abord, en ce moment ici, commencer déjà à palper les actions, notamment l'achat des matériels ou soit les déploiements des matériels. Déjà, on devait déjà commencé à avoir un calendrier concernant les renouvellements du fichier électoral. Jusqu'à présent, il n'y a encore rien. Alors, il y a encore des questions qu'il faut se poser réellement. Si réellement 2023 sera une année électorale. Parce que tout, vous savez, tout est encore dans le flou. Donc, il y a encore, malgré tout que je soutenais la mise en place du bureau Denis Kadima, mais je me pose encore des questions sur c'est comme s'ils n'ont pas encore commencé à travailler. Peut-être il y a beaucoup de choses qui se font en sourdine. Nous aimerions au moins que les choses, vu que les élections concernent les citoyens, que nous puissions être informés de ce qui s'est fait ou de ce qui va se faire. Pourquoi vous avez soutenu le bureau Kadima? Parce qu'il y a eu une frange de la population qui était aussi contre. J'aimerais bien avoir les éléments qui vous permettent de dire ça. Notamment, la première des choses est que nous avons soutenu le bureau Denis Kadima. Pourquoi? D'abord parce que tout simplement, nous voulons qu'on puisse aller aux élections. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, parce que nous avons une vision différente. Pour nous, le processus électoral ne peut pas être individualisé, collé à un seul individu. On ne peut pas nous dire que lorsque Madame Paulette sera présidente du bureau de la CENI, elle fera bien le travail. Ça, c'est une faute. Donc, on doit avoir des mécanismes valables de contrôle du processus électoral. C'est pourquoi nous parlons d'un processus citoyen. Donc, pour moi, je pense que s'il y a un contrôle citoyen, donc n'importe qui peut être à la tête de la CENI, mais il aura du mal à aller outre la volonté des citoyens parce qu'il y a un contrôle citoyen. Ça, c'est notre première vision. Notre deuxième vision est que l'Église catholique n'a jamais joué franc jeu avec la République démocratique du Congo. L'Église catholique joue toujours au perturbateur. Vous savez, si vous voyez même tout ce qui s'est passé durant la désignation de Denis Kadima, vous allez comprendre que l'Église catholique voulait imposer sa vision du Congo. Or, l'Église catholique n'a pas à vouloir imposer sa vision. Il doit pouvoir susciter l'adhésion des autres citoyens à sa vision. Parce que c'est une église, ça doit rester une église. Et une église ne peut pas... Bon, lorsque vous acceptez, par exemple, de vous réunir avec les gens, vous acceptez de vous réunir avec Dodo Kamba, vous acceptez ces gens-là, vous acceptez de vous réunir avec eux. Cela veut dire que vous avez validé les mandats de chacun. Vous comprenez? Lorsque vous validez les mandats de chacun, lorsque vous êtes mis en minorité, comment voulez-vous que
cela puisse être traité d'autrement. Donc, ils devaient d'abord, s'ils étaient contre la composition, ils devaient d'abord commencer à rectifier avant de commencer à se réunir. Ils ont accepté de se réunir avec tout le monde, mais par après, lorsqu'ils ont été mis en minorité, ils ont commencé à critiquer maintenant la composition. Ce qui n'était pas correct aussi de leur part. Ils n'ont pas joué un jeu que je pouvais soutenir. Moi, je soutiens la logique des choses et les valeurs qui doivent être imprimées. Donc, même si Dodo Kamba peut avoir pris le pouvoir d'une manière que les gens d'autres n'apprécient pas. Ça n'engage, mais ça n'engage pas la Senko. Mais le fait que la Senko avait accepté de se réunir avec Dodo Kamba, ça c'était, donc il devait commencer à accepter la manière dont tout devait se faire dans le jeu. Et puis deuxièmement, ils avaient très mal défini les choses, de façon que la signature le PV devait être signé que par l'Église catholique et l'Église protestante, ce qui était totalement anormal. Cela veut dire que les autres composantes là n'étaient que sujets à accepter leur volonté. Parce que si eux, ils sont pas d'accord, le PV n'est pas valable. Si eux, ils sont d'accord, donc c'était eux qui imposaient la volonté. C'était en fait une forme de dictature que je n'ai pas appréciée en tant que citoyen. J'ai dit qu'on devait démolir ça parce que tout simplement, nous voulons que le Congo change. Le Congo peut passer par des épreuves, mais peut-être ces épreuves-là sont aussi utiles pour la formation du citoyen congolais. Donc on va commencer toujours à chercher à éviter tout ça. 2023, est-ce que vous pensez que si le président Félix-Antoine Tshisekedi remplit et gagne pour la deuxième fois, vous pensez qu'il aura cette fois-ci les mains assez libres pour mettre en pratique tout ce qu'il voulait, sa vision, ses promesses pour 2023? Ça c'est vrai. Madame, ça c'est une très très bonne question. Parce que c'est de l'IDPS conçoivent toujours que la vision du chef de l'État doit être seulement appliquée. C'est le chef, quand on dit vous êtes le chef, c'est que vous avez le pouvoir de sanctionner et le pouvoir de désigner. Donc, c'est à lui, en fait, de savoir comment s'entourer de faire le bon choix. Mais on ne peut pas faire le bon choix lorsque souvent le choix tourne plus dans des cercles où il y a des députés qui ont leurs femmes, leurs copines là-bas. Là, le choix, même par là aussi, le choix paraît biaisé. Vous voyez, lorsque le gouvernement doit sortir du Parlement et que le Parlement, là, dépasse sa conclusion, ce sont les mêmes qui sont là depuis 60. Ce n'est pas normal. On veut que les choses changent réellement au Congo. Moi, je ne parle pas pour devenir riche demain. Ça ne me dit absolument rien. Je fais le pied, je suis heureux en faisant le pied. J'ai la joie d'être... J'arrive chez moi, je mange mon petit foufou avec ma petite viande. J'ai la joie. C'est ça, les Congolais, on doit rentrer. On doit rentrer dans ce qui fait la force de la chrétienté. Les côtés humains. Donc, le côté de pouvoir dire que tout est vanité. C'est ça le côté humain. Donc, mais le plus important, c'est la communauté qui doit primer. Mais lorsqu'on néglige la communauté, on va dans une logique où les gens doivent toujours s'enrichir et qu'on doit toujours laisser nos enfants et qu'on demande au chef de l'État de composer un gouvernement. Ici, de tous ces gens-là, s'il n'est pas très fort, il peut toujours avoir des mauvais ministres. Vous comprenez? Deuxièmement, ça c'est la première des choses. Il faut revoir aussi, il y a beaucoup de choses à revoir. Mais deuxièmement, le chef de l'État, il faut pas lui-même se faire respecter par lui-même en respectant les principes de base d'un État démocratique, d'un État valable, l'impression des valeurs. Lorsque lui-même imprime des valeurs... Il doit être lui-même l'impulseur, en fait. L'impulseur des valeurs, merci. Il doit être l'impulseur des valeurs. Lui-même doit commencer par... On parle tout le temps au niveau de la présence. Dépassement budgétaire, dépassement budgétaire, dépassement budgétaire. Ça ne doit pas se répéter. Lui-même doit savoir économiser. J'ai aimé Joseph Kabila à un moment donné, il a dit non, je voyage trop et ça coûte trop cher au pays, je ne voyage puis je reste quelque part. Il doit suivre un peu ces petits exemples-là. Donc, il doit commencer aussi à voir qu'il doit lui-même commencer à économiser pour pouvoir impulser à ce que cette vision-là puisse aider. Parce que tu auras toujours du mal à sanctionner valablement tant que toi-même chez toi là-bas, l'argent coule, les conseillers font ce qu'ils veulent et un ministre, lorsqu'il arrive à faire ça, vous sanctionner, vous voyez, ça fait 2 poids 2 mesures, ça ne marche pas bien. Marche pas. Merci, nous sommes vraiment à la fin. Merci pour votre participation à cette émission. Le temps passe vite, c'est ça la télévision. Au moins, le message est passé, l'impression de valeur, c'est ça que moi j'ai retenu. Merci, je crois que le grand changement doit venir
de provenir d'abord de l'homme congolais. Il faut que nous soyons le changement que nous voulons impliquer dans le monde. Très bien. Si c'est là que nous ne le faisons pas, eh ben, le pays n'avancera. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons, les politiques, journalistes, tout le monde, ne faisons que répéter les mêmes erreurs. C'est que nous avons dit, critiqué chez Kabila, et bien aujourd'hui c'est pire, vous l'avez dit. Non, c'est que nous avons même critiqué chez Mobutu, chez Kabila, tout ça. Et nous sommes dans tout. Non, j'ai toujours aimé Kabila parce que Kabila reconnaît ses erreurs. Kabila a reconnu ses limites. Mais nous ne pouvons pas, l'IDPS ne peut pas continuer à rester imperturbable, être incapable de reconnaître ses erreurs. Ils ont commis des erreurs, ils doivent reconnaître leurs erreurs pour mieux décoller. S'ils continuent à nous dire toujours tout marche aussi longtemps et en se confiant plus à ce que la Banque mondiale est en train de dire, des faussetés où il y a eu croissance, quand il y a croissance, les citoyens voient ça. Quand la croissance des citoyens ne voit pas ça, il n'y a pas eu croissance. Merci il y a eu régression. Merci. L'impression de valeur, retenez en tout cas ces termes. Merci à vous, merci à nos téléspectateurs. Suivez-nous sur la Lyon Télévision officielle, likez et cliquez la cloche de notification. Merci et à la prochaine. Et je n'oublie pas, je le dis encore parce que je crois que ce sera la dernière fois, je suis en deuil, j'ai perdu mon fils. Oh, mes condoléances. Alors, comme il aimait bien dire qu'il a une tante qui est journaliste, alors je le dédie cette émission de là où tu es, Jamar, fier de toi. Amen. Et on se reverra. On se reverra. Ça, c'est une promesse. À plus.